L'actualité nationale, l'agenda du chef de l'État. Le président Ouattara a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de Corée. Les relations bilatérales entre les deux pays à l'ordre du jour. Un conclave entre les partis politiques ivoiriens prévu à Grand-Bassam. La question a été abordée lors d'une rencontre entre Aoussou Kouadio et les partis de l'opposition aujourd'hui. Au Sénégal, 3 mois avant les prochaines élections législatives, l'ancien parti au pouvoir se déchire. Les cadres du PDS quittent le parti de Maître Abdoulaye Wade. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI 1. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Et puis, dans ce journal, nous serons en direct à Mans pour faire le point des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans l'ouest du pays. Tout d'abord, à cette audience du chef de l'État, le président Ouattara a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée au palais présidentiel, il a été notamment question de relations bilatérales. Jérôme Kofi Aboulin. Reçu au palais présidentiel ce jeudi 19 avril 2012, l'ambassadeur coréen a affirmé avoir échangé avec le président de la République Alassane Ouattara sur la situation sous-régionale, le chef de l'État en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO. Les relations entre les deux pays, selon le diplomate coréen, ont été également évoquées, notamment sur le plan économique. Le président m'a expliqué de la situation régionale en tant que président de la CEDEAO. Nous nous sommes mis d'accord pour promouvoir nos relations bilatérales, que ce soit économiques ou dans d'autres secteurs. Aussi, l'ambassadeur coréen a-t-il indiqué vouloir s'investir pendant son séjour en Côte d'Ivoire pour le renforcement des relations entre Yamoussoukro et Séoul. Depuis octobre 2011, la Côte d'Ivoire est membre de la Société pour l'habitat et le logement territorial en Afrique. Le directeur général de Shelter Afrique est en Côte d'Ivoire. Il a rencontré ce matin le Premier ministre. Avec le ministre de la Promotion du Logement, les 3 personnalités ont échangé sur les opportunités qu'offre cette structure à la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Sylvie Touré. Alassane Ba est le directeur général de Shelter Africa. La compagnie pourrait apporter sa pierre à la construction de logements sociaux. La Côte d'Ivoire en est membre depuis octobre 2011. Une adhésion pleine d'opportunités, un sujet au centre des échanges entre le Premier ministre, la ministre de la Promotion du Logement et le patron de la compagnie panafricaine. Nous sommes en train de définir les modalités pratiques pour qu'on arrive effectivement à une production importante de logements sociaux. Et je dois vous dire que le gouvernement est très engagé. Nous avons des ressources financières importantes qui seraient mises à la disposition des opérateurs privés, mais aussi du gouvernement en vue de réaliser des logements sociaux. La question sera encore au cœur des échanges entre le directeur général de Shelter Afrique avec les opérateurs privés de l'immobilier et ceux du secteur bancaire. La rencontre est prévue demain vendredi. La ministre de la Promotion du Logement conduit le projet. Nialé Kaba est à la recherche de solutions pour résorber la crise dans les secteurs en proie à un déficit de plus de 400 000 logements par an. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Maître Aoussou Kouadio a reçu hier en audience une délégation du FPI, de leaders et de LMP. À leur sortie d'audience, le FPI s'est refusé toute déclaration. Pour les autres mouvements et partis politiques, l'entretien avec le Premier ministre, selon eux, a porté sur un conclave entre les partis politiques ivoiriens prévu à Grand-Bassam. Alborassa. La délégation du Front populaire ivoirien, conduite par son président par intérim, Miaka Oureto. Après leur entretien avec le Premier ministre, ministre de la Justice, Maître Jeannot Aoussou Kouadio, qui avait à ses côtés le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, la délégation s'est refusée toute déclaration et pourtant la convivialité au rendez-vous à leur sortie d'audience. Est-ce que vous avez déjà publié le 26 ? Bon. Le 26. Ah oui. Il y a un dialogue européen qui est prévu le 26. Allons-y, allons-y. Vous m'informez? Non, on n'en veut pas. Professeur Niaoulé Oupo, on n'en veut pas. On en parlera plus tard. Laissez le président tranquille.
Pour le professeur Mamadou Koulibaly de Liberté et Démocratie pour la République et Gervais Koulibaly de la Ligue des mouvements pour le progrès, leur entretien avec le Premier ministre a porté sur le conclave entre les partis politiques ivoiriens prévu les jours à venir à Grand Bassam. Le Premier ministre nous a dit que ce serait une plateforme de discussion qui allait être continue. Au-delà de Bassam, les discussions allaient continuer et les points de cette plateforme devraient permettre aux partis politiques en Côte d'Ivoire d'échanger, de discuter, de s'entendre pour que nous puissions anticiper les clashs. Et le leader partage ces différents points de vue. Mais notre avis, c'est que ce conclave est le bienvenu. Il va nous permettre de poser les problèmes directement au gouvernement. Écoutez, nous avons toujours répété nos problèmes. Nos préoccupations sont les suivantes. Il faudrait que la situation soit d'abord décrispée en Côte d'Ivoire. Nous pensons que la première chose à faire, c'est de décrisper la situation. Le professeur Mamadou Koulibaly et Gervais Koulibaly ont souhaité par ailleurs que tous les partis politiques participent à ce conclave pour que tous les Ivoiriens se retrouvent pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Ce dialogue justement entre les partis politiques est aussi la préoccupation des chefs traditionnels. Ils veulent apporter leur contribution à la facilitation des discussions politiques en Côte d'Ivoire et à la réconciliation. Ils l'ont signifié ce matin au Premier ministre Maître Giano Aoutsou Kouadio au cours d'une audience. Je vous propose d'écouter le porte-parole du collectif Dodone Dépôt au micro de Sylvie Touré. Les Ivoiriens doivent vivre en frères, se comprendre. Nous voulons profiter pour lancer un appel à ceux qu'on appelle nos fils de l'opposition qui doivent prendre la main tendue parce qu'à une certaine année, le président Gbagbo a fait main tendue, ça nous a permis d'aller en paix. Et l'occasion est encore arrivée où les intelligences des hommes de l'opposition doivent permettre à ce que la paix revienne. Et nous comptons sur eux pour qu'ils aillent à Bassam pour la paix. Le pays de feu, vous voyez, ne peut pas ne pas accepter la paix, quels que soient les problèmes que nous avons. Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, a invité ce matin le ministre de l'Intérieur à se prononcer sur la sécurité en Côte d'Ivoire et la nouvelle politique de décentralisation. Ahmed Bakayoko a voulu que l'on retienne une chose majeure, c'est que la Côte d'Ivoire veut aller de l'avant. La sécurité et le développement restent des priorités absolues. Le compte rendu de Lassine Fofana. Un système de sécurité totalement désorganisé, des hommes en armes portés disparus, 5347 prisonniers évadés de la Maka, des armes qui se retrouvent dans les mauvaises mains. Voici la réalité sécuritaire chaotique du moment, situation à laquelle l'État s'engage à mettre fin en rendant à la police sa dignité. Mais aussi parce que la période de sensibilisation est terminée pour tous, c'est maintenant la tolérance zéro, le ministre a prévenu. Nous savons que le racket existe, persiste. Nous savons qu'il y a toujours des coupeurs de route, mais nous n'entendons pas lâcher d'un pouce de terrain. Chaque jour, nous progressons. Chaque jour, nous nous engageons. Chaque jour, nous nous mobilisons davantage. Sur la prévention des sinistres, avec l'Office national de la protection civile, des solutions durables ont été trouvées. Quant à la politique d'administration du territoire, Ahmed Bakayoko l'a dit, le cadre légal est en train d'être réformé. L'autorité de l'État est aussi sur le chemin d'être restaurée pour une Côte d'Ivoire qui doit se construire. Le projet de développement de la Côte d'Ivoire conçu par le président de la République a pour ambition d'assurer une croissance équilibrée sur l'ensemble du territoire national. Dans cette perspective, le maillage administratif et l'exercice de l'autorité de l'État sont des paramètres fondamentaux pour encadrer les initiatives de l'État au profit des populations. La cohésion sociale et la réconciliation nationale sont en marche. Aujourd'hui, l'État parle au FPI, il parle au CNRD, il dégèle les comptes bancaires qui le doivent, il favorise le retour des exilés civils comme militaires, a dit Ahmed Bakayoko, qui s'est voulu rassurant. La sécurité globale s'améliore. Petit à petit, la Côte d'Ivoire se réconcilie avec elle-même, a-t-il conclu. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, séjourne en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Séjour marqué par des visites de courtoisie aux autorités ivoiriennes, dont celle effectuée au général de division Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des FRC. Le diplomate onusien a encouragé les forces ivoiriennes à poursuivre leur effort de reconstruction et de redynamisation de la nouvelle armée ivoirienne. Le témoignage d'Abou Sanogo.
Au cours de sa rencontre avec le général de division, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous, a rappelé l'objectif de sa visite. L'émissaire de Ban Ki-moon a exhorté les autorités militaires à s'inscrire sans calcul dans le processus de pacification de la sous-région en général et plus particulièrement de la Côte d'Ivoire. Il a encouragé les forces républicaines de Côte d'Ivoire à poursuivre leurs efforts de reconstruction, de restructuration et de redynamisation de la nouvelle armée ivoirienne afin que la Côte d'Ivoire renoue définitivement avec la paix. Les Nations Unies viendront toujours en appui au processus de paix en Côte d'Ivoire, a-t-il conclu, avant de quitter le camp Gallieni, dernière étape de sa série de visites de courtoisie en Côte d'Ivoire. Le diplomate onusien s'est envolé pour New York. En économie, le comité directeur de l'AGPAOC entendait, association des gestionnaires des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre, à clos ses travaux. Il a souhaité un meilleur fonctionnement du secrétariat général et la réduction de la durée des réunions du comité technique. Noël Niagnon. Pendant 3 jours, la majestueuse ville d'Abidjan a été le noyau dans lequel la fraternité africaine s'est une fois encore exprimée, confirmée, et affirmée. Confirmé, affirmé. 3 termes, une démarche qualité pour une finalité. Conduire les ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre vers une plus grande compétitivité et faire émerger ainsi des institutions de transport maritime de référence internationale. Pour ce faire, le comité directeur de l'AGPAOC, association des gestionnaires des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, a échangé, disséqué, ébauché des pistes de solutions de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du 34e Conseil annuel tenu à Accra en 2011, passé au scanner le fonctionnement de l'organe de coordination qu'est le secrétariat général. Enfin, les thèmes de référence de la 11e table ronde ont été examinés et adoptés. Et les résultats sont à la hauteur des attentes. Sur le plan institutionnel de la secrétariat, il s'est trouvé que le comité a recommandé un meilleur fonctionnement du secrétariat. Il s'est trouvé que les réunions du comité technique se tiennent 2 fois par an et sur des périodes que nous avons estimées assez longues. À Abidjan, nous avons travaillé en 72 heures, alors que précédemment c'était pratiquement en 5 jours. Si nous optimisons un peu nos débats, si nous essayons de cadrer un peu nos réflexions, nous pourrons aboutir à des résultats meilleurs, sinon dans ce laps de temps-là, d'étaler les choses dans l'infini, ce qui coûte de l'argent et des temps d'absence importants pour les managers que nous sommes. De ces résultats, un enseignement. La rencontre d'Abidjan a constitué une pierre angulaire à l'édification d'une coopération régionale renforcée. Elle nous a permis en effet de prendre fortement conscience de l'impérieuse nécessité de nous aider et de collaborer plus étroitement au bon devenir de nos ports. Prochain défi à relever par l'association, les assises du 35e Conseil annuel à Lagos, au Nigeria, les 17 et 18 juin prochains. 2 motions, l'une au gouvernement, l'autre à la direction générale du port, ont été formulées pour la qualité des travaux et l'environnement conséquent. Le représentant du ministre des Infrastructures économiques a salué la qualité du travail et souhaité bon vent à l'AGPAOC. À Bondokou, dans la région du Garango, un phénomène gangrène le système scolaire. Il s'agit de grossesses. Les victimes se retrouvent aussi bien en primaire qu'au secondaire. Le constat de notre équipe de reportage fait état de centaines de grossesses enregistrées en un seul semestre. C'est dans le dossier de ce 20h signé Mamadou Kwasi et Sylvie Touré. Cette fillette est élève en classe de CM2, mais elle est aussi déjà maman d'un enfant de 2 ans. On causait tout ensemble. Et ce jour, il m'a appelé pour dire qu'il m'aime. Et ce jour, on est sortis ensemble. Après 2 mois, j'ai pris grossesse. Cette autre jeune fille est en classe de 4e. Elle est enceinte de 7 mois. Alors là, je suis venue ici. Parce que je suis plus ma maman. Parce que on ne peut pas dire non plus rester là-bas. Parce que je vois qu'il y a mon bébé ici. Avant de grossesse. Les grossesses en milieu scolaire
un véritable fléau dans la région de Bondoukou. Au primaire, en 2002, 12 cas, en 2003, 23 cas, en 2004, 29 cas, en 2005, 33 cas, en 2010, 99 cas, en 2011, 133 cas. Le phénomène frappe aussi le cycle secondaire. 174 cas ont été enregistrés l'année dernière dans la région. Et la tendance est à la hausse. Christophe Nyambo est le président de l'ONG Soleil Levant Éducation. Selon lui, la pauvreté et particulièrement la démission des parents sont les causes de ces nombreuses grossesses. Ces enfants-là viennent des villages et sont orientés en 6e. Certaines, pour la première fois, elles viennent en ville. Et puis, elles ne trouvent pas de tutrice, ou bien ni de tuteur. Bon, des fois, elles sont obligées de prendre une chambre à 5, à 7. Et il y arrive des moments où il n'y a pas de nourriture même dans la zone. Les parents, donc, n'arrivent plus à envoyer de quoi à manger aux filles. Et elles sont obligées de se débrouiller comme elles peuvent. Se débrouiller, c'est ce que font ces élèves. Ici, ils vivent à 7 dans cette chambre. Parmi eux, 4 filles et 3 garçons. Bon, pour payer la maison, on paie 6 000 francs par mois, mais chacun cotisait 10 000 francs. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Parfois, pas de nourriture. C'est dans ces conditions de promiscuité que surviennent les grossesses indésirées. Résultat, les parents hésitent à scolariser leurs enfants. Mais quand nous avons parlé de l'éducation des filles, les parents ont été formels. Mais même un parent même s'est levé pour dire, bon, moi j'ai mis une fille à l'école, la voilà, elle est retournée avec une grossesse, la deuxième est retournée avec une grossesse, et vous me demandez encore de faire en sorte que la troisième puisse aller au collège. Bon, je pense pour qu'elle me revienne avec une grossesse. Des solutions existent pourtant. Le directeur régional de l'éducation nationale prône l'ouverture des internats. Il faut pour aider ces jeunes filles qu'on construise des foyers de jeunes filles. Et puis la construction d'internats et de lycées de jeunes filles également, tout cela peut résoudre, atténuer le phénomène. Sur le territoire, le cas de Bondoukou fait école. Mais en réalité, ce sont des milliers de jeunes filles qui compromettent leur avenir sur le chemin de l'école. Une ligne d'écoute et d'information spécialisée en matière de VIH-Sida est désormais disponible pour les abonnés de téléphonie mobile. Le 106, ligne Info-Sida, a été officiellement lancé mardi à Abidjan par le ministre de la Santé, ministre de la lutte contre le sida, le professeur André Yoman. C'est une ligne entièrement gratuite sur tous les réseaux. Hervé Blé. Cet appel du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida au 106 ouvre officiellement la ligne Info-Sida. À l'origine de la ligne Info-Sida, l'ONG Ruban Rouge. Le numéro d'appel à 106 est le résultat de son plaidoyer auprès d'un opérateur de téléphonie mobile, de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le 106, accessible à partir du fixe et du téléphone mobile, est ouvert et gratuit sur tous les réseaux de téléphonie. Il suffit d'appeler sur un numéro qui est le 106, donc à partir de tous les réseaux mobiles, afin de pouvoir avoir toutes les informations sur les IST VIH et la santé de la reproduction. Cet appel est confidentiel et il est gratuit et il est ouvert à tous les réseaux mobiles. Le souhait des initiateurs de la ligne Info-Sida toucher tout public, jeunes, femmes et hommes, avec un accent particulier sur les jeunes de 15 à 24 ans qui possèdent pour 95% un téléphone mobile et constituent la moitié des nouvelles infections. Pour tout savoir sur le VIH-Sida, appelez le 106. C'est gratuit, confidentiel et ouvert à tous les réseaux. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a organisé récemment le plan national de développement sanitaire PNDS à 2012-2015. Au centre des échanges, la mise en œuvre du PNDS. Charles Niaoré.
1616 milliards de francs CFA, c'est le budget du Plan national de développement sanitaire PNDS sur la période 2012-2015. Sur ce montant, 1112 milliards sont sûrs d'être obtenus. Ils correspondent à 4 années du budget du ministère de la Santé. Reste donc à mobiliser 504 milliards de francs CFA. Et c'est là où sont attendus les partenaires au développement sanitaire. Cet atelier vise à valider les axes et domaines d'intervention du PNDS. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le professeur Andrio Monterez, souhaite que l'accent soit mis sur les personnes vulnérables, les infrastructures et les équipements à hauteur de 21%. L'amélioration du système de santé ivoirien et du bien-être des populations et l'amélioration de la santé maternelle et celle des enfants de moins de 5 ans sont quelques objectifs que veut atteindre le Plan national de développement sanitaire PNDS 2012-2015. Les populations, elles sont impatientes de voir ce que toutes ces réflexions pourront apporter à leur quotidien. Les problèmes du système de santé en Côte d'Ivoire étant nombreux. Après la décision du gouvernement de placer la MUGEFSI sous tutelle, les différentes parties en conflit de gestion, celles l'Union et la Réconciliation, les centrales syndicales et les collectifs des 2 tiers statutaires se sont rencontrés cet après-midi pour réclamer le contrôle de leur structure. Mamadou Kwasi, Abou Sanogo. Nous sommes ensemble. Leur divergence leur a coûté la gestion de la mutuelle générale des agents de l'État et fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUGEFSI. Les différentes centrales syndicales et le collectif des 2 tiers statutaires décident de taire leurs dissensions. Les différentes structures syndicales veulent s'unir pour récupérer leur patrimoine. Nous sommes mis d'accord pour dire que les travailleurs, avant tout, c'est la solidarité. Et l'instrument qui nous unit, c'est, en tout cas, la MUGEFSI fait partie de ceux qui constituent l'élément moteur. Aujourd'hui, nous sommes unis. Il n'y a plus de dissension, il n'y a plus de procédure à la justice, il n'y a plus d'exclusion. Nous sommes autour du doyen Adé Mensa et nous demandons donc au ministre des Affaires sociales de nous redonner donc notre mutuelle puisque la cause ayant disparu. L'unité et l'entente interviennent suite à une médiation entreprise par la Convention de la société civile ivoirienne. Le ministre d'État a dit c'est parce qu'il n'y a pas d'entente. Donc comme il n'y avait pas un second problème que c'était finalement la réconciliation entre les parties, la Convention a décidé de rapprocher les différents points de vue. Créée le 29 novembre 1989, la mutuelle générale des agents de l'État et fonctionnaires de Côte d'Ivoire est depuis le 11 avril dernier sous tutelle de l'État ivoirien, spécifiquement du ministère d'État, ministère des Affaires sociales, de l'Emploi et de la Solidarité. On change de registre pour parler environnement. Second aspect de la visite du parc national de Taï par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, les micro-projets de la sous-préfecture de Soubré. Le ministre Alakwadou Rémy, accompagné de la délégation allemande du GIZ, a visité les micro-projets de Amaragui, Petit Yémé et Kra Ngesankro, générateurs de revenus pour la préservation du parc national de Taï. Le reportage de Juliette Ouéa. Les micro-projets et leur développement dans la sous-préfecture de Soubré. C'est l'un des volets de la visite du parc national de Taï par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Première étape, le village de Amaragui où le ministre Alakwadou Rémy a assisté à une prestation des enfants du club Personnes Animaux Nature, en abrégé PAN. Cette structure a pour but d'éduquer les enfants sur les questions environnementales. Après Amaragui, direction le village de Petit Yémé, où la délégation a pu découvrir au sein de l'école primaire publique un élevage d'agoutis. Dernière étape de cette tournée, le projet d'élevage de porc de Kra Ngesankro, réalisé avec l'appui financier de la coopération allemande GIZ. Nous intervenons avec une composante de développement économique qui exécute sur le terrain avec le groupement des projets générateurs de revenus. On voudrait en même temps donner aussi un appui à cette lutte contre le braconnage, rendre beaucoup plus accessibles les protéines animales pour la consommation en domaine rural autour du parc. Le ministre Alakwadou Rémy a de son côté salué l'initiative de ces projets générateurs de revenus et leur contribution
à la préservation du parc national de Taï. C'est bien de dire aux parents, n'entrez pas dans la forêt, ne faites pas de culture, n'agressez pas la forêt, mais il faut bien que ces parents-là puissent avoir des revenus pour continuer donc à s'épanouir. Et c'est pour cela qu'on a mis en place le micro-projet. Le conseil d'administration du Centre national de recherche du développement sur l'élevage en zone subhumide de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso a tenu récemment sa 12e session ordinaire. Le ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques et ses pairs de la sous-région se sont engagés à tout mettre en œuvre pour soutenir le Centre international de recherche du développement sur l'élevage subhumide à Boussanogo. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques et ses pairs du Burkina Faso, du Niger et du Togo ont présidé les travaux de la dite session à l'issue de laquelle ils se sont engagés à tout mettre en œuvre pour soutenir financièrement le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide, CIRDES. En acceptant d'abord de participer à cette rencontre, c'est l'occasion pour nous de dire que la Côte d'Ivoire est de retour. Nous avons été fortement impressionnés par le travail remarquable qui a été fait. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire en sorte que notre centre international de recherche pour le développement de l'élevage en zone subhumide puisse disposer de grands moyens. Et nous allons y travailler. Yapi Niaouré Valentine, la directrice du CIRDES, qui a vu son travail unanimement salué par les ministres présents, a plaidé pour le renforcement de la coopération de son institution avec les structures de l'UEMOA. Les ministres ont procédé par ailleurs à l'inauguration du bâtiment de formation réhabilité par l'Union européenne à hauteur d'environ 30 millions de francs CFA avec l'ONUDI comme agence d'exécution. Notons que le CIRDES, créé en 1991, regroupe 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a pour mission de conduire des recherches et d'en vulgariser les résultats pour répondre aux préoccupations liées principalement à la santé et à la production animale dans la société rurale des pays membres. Un groupe d'opérateurs saoudiens conduit par un prince saoudien séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 13 avril 2012. Et ce, dans le cadre de cette mission, ce groupe veut s'intéresser au secteur fruitier par la transformation et la commercialisation. Pour concrétiser cette coopération, la délégation a eu plusieurs rencontres avec l'organisation des producteurs exportateurs de fruits OCAB et des visites en plantation. Le commentaire d'Alvorassa. L'organisation des producteurs et exportateurs de fruits, membres de l'OCAB, veut redynamiser le secteur fruitier par la commercialisation et la transformation de sa production. Une mission de l'Arabie Saoudite conduite par son Altesse Royale, le Prince Saoud, est intéressée par ce secteur. Ces opérateurs économiques saoudiens veulent apporter leur assistance aux producteurs de bananes, de mangue, d'ananas, d'oranges, membres de l'OCAB pour la transformation et la commercialisation de leurs produits. Une visite de contact et de découverte a conduit la délégation saoudienne dans les plantations d'ananas de Lopou, de bananes de Sangon dans le département de Dabo et au terminal fruitier du port autonome d'Abidjan. Une visite qui a fini par convaincre la délégation saoudienne et qui a eu pour terminer une séance de travail avec les membres de l'OCAB, l'organisation centrale des producteurs d'ananas et de bananes. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, l'ancien parti au pouvoir implose à 3 mois des élections législatives. Le parti fondé par Maître Abdoulaye Wade se déchire. Regardez. C'est désormais officiel. La formation de l'ancien président sénégalais ira aux législatives du 1er juillet avec 2 listes. Des élus locaux et d'anciens ministres qui sont en désaccord avec les listes d'investiture concoctées par Abdoulaye Wade sont entrés en dissidence. Avec à leur tête Pape Diop, le président du Sénat, et Mamadou Seck qui dirige le Parlement en fin de mandat, ils ont décidé de lancer la coalition Bok Gis Gis, ce qui signifie avoir la même vision en langue Wolof. Pour enrayer le délitement, programmer et porter haut le flambeau des valeurs qui nous ont rassemblés pendant si longtemps, il est créé un cadre plus attractif d'expression et de proposition dénommé Coalition Bok Gis Gis. C'est le congrès du PDS tenu le mois dernier qui a mis le feu au cours. Un congrès qui s'est déroulé sans débat et au cours duquel Abdoulaye Wade a été reconduit au poste de secrétaire général. Depuis lors, des voix discordantes se faisaient de plus en plus entendre dans les rangs du parti. Nous pouvons considérer
notre démarche comme une primaire entre nous et le parti. Donc le parti n'a qu'à faire sa liste, nous de notre côté on va faire notre liste et au sortir des élections on verra qui représente quoi. Un mois à peine après avoir perdu le pouvoir, le parti fondé en 1974 par Maître Abdoulaye Wade traverse une véritable crise. Désormais dans l'opposition, le PDS qui a face à lui une grande coalition autour du président Macky Sall n'avait certainement pas besoin de cette crise. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, département du protocole d'État, informe les autorités administratives et politiques, ainsi que la population du district des montagnes, que son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, effectuera une visite d'État du samedi 21 au mardi 24 avril 2012 dans les départements de Mans, Toulepleu, Bloléquin, Guiglo, Bangolo et Diokwe. Les autorités et populations susmentionnées sont invitées à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte. Et justement, je vous le disais à l'aube de cette édition, nous sommes en direct de Mans pour faire le point des préparatifs de cette visite d'État du président de la République dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Abiba Dambélé. Côte d'Ivoire, Abiba Dambélé. Bonsoir Ali, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct de Mans, chef-lieu de la région du Tonkui, plus précisément à la préfecture où la RTI a pris ses quartiers. La ville de Mans qui va accueillir samedi, vous le savez, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, à 48 heures de cet événement exceptionnel. Nos reporters ont sillonné les régions du Tonkui, du Guémon et du Cavali qui vont recevoir tour à tour le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara va séjourner à Mans, à la résidence officielle du chef de l'État, bâtie sous l'ère Félix Houphouët-Boigny, à l'occasion des fêtes tournantes. Une résidence qui surplombe la ville de Mans. Visite guidée avec Viviane Haïma. Surplombant la ville, la résidence présidentielle de Mans, construite à la faveur des fêtes tournantes de l'indépendance il y a maintenant plus d'une cinquantaine d'années, est en train de faire peau neuve pour recevoir le chef de l'État. Sur l'espace devant l'entrée du bâtiment, les gradères moteurs ronflants dégagent puissamment le terrain, tandis qu'après eux, les ouvriers piochent et battent le sol pour aplanir le site du parking où seront garés les véhicules officiels. Sur les lourds battants des grands portails d'entrée, un calligraphe peint minutieusement l'insigne de la République. Dans la cour intérieure, les ouvriers s'affairent. Dans un coin, les électriciens, empêtrés dans un enchevêtrement de fils électriques qu'ils sont seuls capables de différencier, font 1001 essais pour déceler d'éventuelles pannes. Côté peinture, le gros du travail est déjà achevé. La maison a été entièrement repeinte en blanc et les dernières retouches sont apportées à l'ouvrage. Le jardin a fait sa toilette, les haies sont soigneusement taillées et les nombreuses plantes en fleurs donnent à l'espace un petit air de paradis sur terre. L'équipe des décoratrices est à pied d'œuvre. Les rideaux sont en train d'être installés. Dans le salon, ces chers spécialistes discutent le plus petit détail. Tout doit être parfait. À l'étage de la résidence bâtie en duplex, la chambre du président de la République est prête. Le lit n'attend plus que d'être dressé. La douche et les toilettes ont été rhabillées de neuf. Seul point d'ombre au tableau, l'absence d'eau courante, qui est désormais une constante dans la ville de Mans. L'eau courante se raréfie. Le seul point de ravitaillement pour la plupart des habitants de la ville est la grande citerne d'eau du centre missionnaire Fokolari. Mais le comité d'organisation fait néanmoins le pari que tout sera fin prêt pour le séjour du président de la République. Dans cette maison, le président de la République dormira 2 nuits. Il y recevra les dignitaires et les représentants des populations de toute la région du Grand Ouest. Voilà, et à 48 heures de la visite d'État du président de la République,
première visite depuis son accession à la magistrature suprême. Les préparatifs vont bon train. À Mans, donc capitale du Tonpi, la réhabilitation de la voie principale est en cours de finition. Jean-Jacques Kwameala. La ville de Mans est en chantier. La réhabilitation de la voie qui part de la préfecture rond-point à la place de la Paix, longue de 1 km 400, est presque achevée. À 48 heures de la visite du chef de l'État dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, des jours comme des nuits, les ouvriers sont à la tâche et selon les représentants du programme d'urgence, les infrastructures urbaines, 1 km a été bitumé et les 400 mètres restants seront achevés avant le vendredi. Nous sommes à la phase de finition, on est en train de mettre le revêtement de la dernière partie et nous sommes certains que d'ici vendredi matin, au plus tard, nous aurons fini ce chantier. Voilà. 1 km 400 sera bouclé. Voilà. La ville de Mans a également bénéficié de 5 km de bitume. Et dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, 10 km sont prévus pour donner à la ville de Mans fière allure. Pour montrer le nouveau visage de la ville de Mans, certains bâtiments publics ont été repeints et des lampes des poteaux électriques remplacées. La sécurité dans la ville de Mans est renforcée. Plusieurs détachements des FRC, Forces républicaines du Côte d'Ivoire, sont présentes pour le bonheur des populations. Au stade Robert Lyon, lieu d'échange avec les populations de la région du Tonpi, on taille les gazons, on répare certaines places des tribunes. Tout le monde s'active à Mans pour faire de la visite du chef de l'État dans l'ouest de la Côte d'Ivoire une réussite. Première étape de la visite, la ville de Mans, capitale de la région du Tonpi, samedi 21 avril. Le comité d'organisation, lui, a fait le pari de la mobilisation. Le ministre Sidiki Konaté, vice-président de la commission mobilisation, a lancé ce matin l'opération Araignée. Jean-Jacques Kwameala nous en dit plus. L'opération Toile d'araignée lancée ce jeudi à Mans par le ministre Konaté Sidiki, vice-président de la commission mobilisation, et la visite du chef de l'État à l'ouest de la Côte d'Ivoire a pour objectif de réveiller les Manois et de les impliquer dans la réussite de la visite du chef de l'État dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous allons rentrer dans le marché, dans les quartiers, pour dire aux gens que le président arrive bel et bien ce samedi, s'il plaît à Dieu, et qu'il vient effectivement pour nous saluer. Et que nous, en retour, qu'est-ce qu'on lui donne? La joie, l'allégresse, la fête. Et Mans se prépare pour la fête. Avant l'arrivée du président de la République, il est prévu en plus des rencontres avec les différentes communautés de la région, des prières dans les églises et les mosquées. Les artisans de Mans ne devaient pas être en marge de cette mobilisation. Réunis ce mardi, ils ont décidé de s'impliquer dans l'organisation au niveau de l'accueil et de la restauration. Les artisans de Mans sont fiers, ils sont heureux et ils sont pressés même de recevoir le chef de l'État à Mans, conformément à l'hospitalité légendaire des peuples de Mans. Mans, qui donne le départ de la visite du chef de l'État dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, peut gagner le pari de la mobilisation. À Dieukoué, capitale de la région du Guémon, les populations sont également motivées et mobilisées pour accueillir leur président. Objectif, avant le jour J, pour les députés, c'est aller ensemble dans un esprit de réconciliation. Eugène Atoubé. Flanizara Touré, député de Dieukoué commune, rappelle aux populations de cette localité que la visite du président Alassane Ouattara est un énorme bénéfice pour toute la région du Guémon en termes de développement et de satisfaction de leurs besoins. Ayant déjà une haute idée de cet événement, les populations ont promis de se mobiliser pour réserver un accueil des plus chaleureux à l'hôte de marque. Cet accueil se fera selon les chefs coutumiers, chefs de communauté et représentants de jeunes et de femmes dans un esprit d'unité, de cohésion sociale et de paix. Pour autant, la députée de Dieukoué commune a exprimé sa détermination à soutenir l'œuvre de réconciliation nationale et demander l'entière adhésion des populations. Je demande pardon de tourner la page. Tourner la page noire. Reprenons à nous donner la main. À Dieukoué, on ne savait pas qui était Maléké, qui était Oué, qui était Akan, qui était Da. La cohésion sociale, je vais la ramener à Dieukoué.
Diokoué est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'une des localités où la réconciliation est un enjeu majeur. Le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation était justement dans cette localité pour inviter les populations à se pardonner, aller à la paix et à la réconciliation. Restons à Diokoué où le quartier Kokoma bénéficie du programme d'électrification du président de la République, le programme présidentiel d'urgence, le PPU. Rappelons que ce PPU est une promesse de campagne du président de la République et un indicateur de sa volonté à aider la reconstruction de l'Ouest meurtri par la crise. Notre reporter Eugène Atoubé a partagé la joie des populations du quartier Kokoma. Suivez son reportage. Diokoué, quartier Kokoma, le plus grand quartier de Diokoué en étendue et en densité. Dans ce quartier s'opère un changement qui ne laisse pas indifférentes les populations. Partout sur les principales rues, des poteaux électriques sont dressés avec majesté, attendant d'être mis sous tension. Kokoma sera électrifié. Les travaux sont très avancés sur le financement du programme présidentiel d'urgence PPU. L'attente des habitants de ce vaste quartier est aujourd'hui comblée. Nous, on pensait que c'était comme d'habitude les paroles politiques, les paroles de campagne. Mais on constate que vraiment les gens sont passés à l'acte. Vraiment, il n'y a même pas eu de décalage. Dès après les élections, en même temps, l'entreprise est arrivée, après le déguerpissement, pour dégager les rues, la lumière s'en est suivie. Le quartier Kokoma est en train de changer de visage. Il y a quelques mois, on voyait en Kokoma la réplique à une échelle inférieure de Bardo à San Pedro. Des kilomètres de fils de courant soutenus par des poutrelles allant d'un coin de rue à un autre. Des niches où s'agglutinaient des compteurs servant d'alimentation à des habitations. Des branchements parallèles tolérés par la CIE. D'une niche au domicile de l'utilisateur de courant, on pouvait avoir 300, 500, voire 1 kilomètre de fil électrique sans aucune protection. Voie aérienne, voie souterraine, peu importe, pourvu qu'on soit branché pour son alimentation en courant. D'abord, la sécurité va venir, puis c'était dangereux, c'est vrai qu'on n'a pas eu de mort d'homme, mais quand même c'était dangereux, et le réseau sera plus fluide. Kokoma peut se targuer de ne plus être le théâtre de ces spectacles. Tout le contraire du quartier perd-tête où il est mis un frein à ce système de débrouillardise. Les fils sont partout, ça traîne comme les toits d'araignée ici au quartier perd-tête. Donc dans ce cas-ci, on nous dit que l'arrivée du président, ils vont planter les poteaux, ils vont électrifier le quartier. Mais pour le moment, on attend. Au quartier perd-tête, on nourrit l'espoir de voir arriver enfin la lumière, comme à Kokoma aujourd'hui. Au quartier Kokoma, la motivation est différente. Les populations s'organisent pour obtenir des autorités une cérémonie officielle de mise sous tension de leur quartier. C'est pour elles une façon de dire merci au président de la République et lui exprimer toute leur reconnaissance. Merci Eugène Atoubé, le vice-président du comité d'organisation. Le docteur Albert Mabry-Touakeus parcourt les différents départements où devra se rendre le chef de l'État pour s'assurer des derniers réglages. Hier, il s'est rendu à tous les plus Lolekem et Guiglo. Le reportage de Awatoré dans notre édition. Demain, c'est la fin de ce spécial réalisé par Ricardo Choman. On se retrouve demain à 20h30, toujours en direct de Mans. Bonne soirée. Merci à vous, Abiba Dambélé, et à toute l'équipe de RTI sur place pour ces informations. On vous retrouve bientôt pour d'autres informations dans l'Ouest. On termine ce journal avec ce communiqué, ce télégramme du président de la République adressé à son Excellence M. Ernest Bai Koroma, président de la République de Sierra Leone. Monsieur le Président et très chers frères, la célébration de la fête nationale de la République sœur de Sierra Leone m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuse félicitations, très haute et fraternelle considération. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h. Entreprise citoyenne visant l'amélioration des conditions de vie des communautés dans lesquelles elle opère, MTN Côte d'Ivoire a conçu et mis en œuvre, à travers sa fondation, un programme dénommé Génération numérique, destiné à réduire la fracture numérique dans le monde de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire.
Ce programme vise à promouvoir et faciliter l'accès et l'apprentissage aux TIC pour le corps professoral et les élèves des établissements secondaires publics de Côte d'Ivoire en leur offrant des salles multimédia équipées de postes informatiques et d'une connexion Internet gratuite pendant un an. Ainsi, le vendredi 16 mars 2012, la Fondation MTN Côte d'Ivoire a fait don au lycée moderne de garçons Nyalega Mémé Jérémy de Bingerville d'une salle multimédia d'une valeur de 28 millions, équipée de 25 postes informatiques et dotée d'une connexion Internet gratuite pour 12 mois. Ce fut l'occasion pour le proviseur du lycée de remercier la Fondation MTN qui a introduit par ce don l'utilisation des TIC dans son établissement au bénéfice des élèves, professeurs et membres du corps administratif. Nous pouvons affirmer haut et fort que MTN est un réel partenaire du système éducatif ivoirien. Vous offrez au lycée de garçons Nyalega de Bingerville un outil important. Cette salle multimédia représente pour l'établissement une véritable bibliothèque numérique que nous ne pouvons obtenir en livre classique. C'est pour nous un support pédagogique pour les élèves, pour les professeurs et pour l'administration scolaire. Pour le représentant du directeur général de MTN Côte d'Ivoire, M. Jocelyn Adjobi, le don de la salle multimédia au lycée moderne de garçons Nyalega Mémé Jérémy, outre le fait qu'il s'inscrive parfaitement dans la vision du ministère de l'Éducation nationale, répond aux enjeux de ce siècle qui sont de doter les futurs leaders de ce pays d'outils et de compétences afin d'en faire une génération aguerrie aux exigences de l'information numérique. Internet permet d'avoir accès au monde numérique. Et il est important pour ces jeunes-là, d'ores et déjà, de maîtriser ces outils-là. Parce que demain, ça va guider leur quotidien. Ils seront en plein là-dedans, ils vont baigner là-dedans. C'est un accès au monde numérique qu'on leur offre. Donc on leur donne la connaissance. Après avoir salué MTN, qui à travers les activités de sa fondation participe au développement social de la Côte d'Ivoire, les représentants des ministres de l'Éducation nationale se sont réjouis pour le compte du lycée, qui est le 9e établissement bénéficiant du programme Génération numérique. Je voudrais souligner que le geste que la société MTN pose ici est un double acte de rupture et d'ouverture. Oui, la mise à disposition d'outils informatiques vient nous aider à briser la chaîne de l'ignorance pour rompre avec cet autre d'obscurantisme qu'est la fracture numérique. Mais cette rupture ouvre grandement la voie qui mène vers l'autoroute de l'indispensable partage de l'information dans un monde globalisé. Un sketch présenté par un groupe d'acteurs du lycée a exhorté les élèves à la bonne utilisation de l'Internet. Dis-moi là, je ne sais pas où aller faire mes recherches. Tout faire. Est-ce que tu n'as pas fait aussi peur? Mais aussi peur où ces gens-là sont remplis là-bas en train de taper toujours les claviers. Il n'y a même plus de poste pour nous. À propos de si peur même là, mon père vient de me dire tout de suite là que aujourd'hui c'est l'inauguration de la salle multimédia du lycée Kassi. Ah bon? Ouais. Il dit quoi? Tu m'appelles, il dit comment? On va aller, je vais voir, je vais leur montrer quelque chose. 19 témoignages peut-être de ici. Oui, c'est pas que c'est existant ce truc là. La découverte de la salle multimédia du lycée moderne de garçons Nyalega Mémé Jérémy a permis aux autorités, aux corps enseignants, aux élèves et aux invités de la société civile de comprendre l'importance de l'obtention d'un tel outil dans la formation des futurs leaders. Je remercie tous les responsables de MTN de nous avoir offert tout ce matériel. Nous voudrons donner des conseils à nos élèves, que cela leur serve uniquement pour des recherches, pour compléter leurs cours en classe. Fiers d'avoir une telle salle qui leur permettra d'être efficaces dans leurs études et de demeurer des acteurs de l'excellence, quelques élèves ont exprimé leur satisfaction. Le don de MTN me fait vraiment plaisir parce que ça va nous faciliter les recherches, ça va nous permettre de pouvoir se cultiver. MTN, everywhere you go.